docteur Vipré, je suis médecin du sport à la clinique du Parc. Je suis également médecin en top 14. Je pratique de plus en plus l'échographie du membre inférieur et puis je travaille beaucoup en coordination avec le docteur Junta qui va se présenter. Alors bonsoir à tous, moi je suis le docteur Junta Jean-Charles, je suis chirurgien orthopédique spécialisé en pathologie de la cheville et du pied. Alors ce soir nous allons aborder un thème important qui est l'entorse latérale de cheville et on va vous proposer un guide pour les traiter, pour les diagnostiquer. Alors, une brève table des matières. Qu'est-ce qu'une entorse de cheville? Quelle prise en charge de l'entorse de cheville? On vous proposera un arbre décisionnel qu'on a voulu simple et pratique pour la vie professionnelle quotidienne. Et enfin, quelles chevilles doivent bénéficier d'un avis chirurgical? Alors, quelques chiffres. L'entorse de cheville, c'est la pathologie traumatique la plus fréquente. Il y a à peu près 70% de la population qui va faire une entorse au moins une fois dans sa vie. Ça représente en volume de passage aux urgences 6500 consultations. C'est 2 à 7 entorses externes toutes les 1000 personnes par an. Et en corrélation, la prévalence est sous-estimée de 2 à 5. C'est des chiffres de la Haute Autorité de Santé de 2022. L'entorse de cheville, c'est un enjeu de santé publique car une coût d'une entorse externe de cheville en moyenne coûte à peu près 1000 euros sur la prise en charge globale. Les pathologies de cheville-pied, c'est le taux le plus élevé d'erreurs de diagnostic aux urgences également. Alors, qu'est-ce qu'une entorse latérale de cheville? Une entorse, c'est un traumatisme ligamentaire. Il y a 3 stades. D'abord, la distension, grade 1, la rupture partielle, qui est le grade 2, et la rupture des insertions ou arrachement, une perte de continuité, qui est le grade 3. La cheville se compose de ligaments collatéraux externes. Il y a 3 faisceaux. Il y a le LTFA, le ligament talo pour talus, fibulaire pour fibula, antérieur parce qu'il est devant. Le ligament LCF ou ligament calcanéo-fibulaire, calcanéo pour calcanéum, fibulaire pour la fibula. Et enfin, il y a le ligament talofibulaire postérieur qui est plus grêle par rapport aux 2 autres. La gravité, elle est corrélée au grade. Une entorse bénigne, c'est une distension, c'est un grade 1. L'entorse moyenne, c'est un grade 2, c'est une rupture partielle. L'entorse grave, c'est au moins rupture d'un des faisceaux. On utilise cette classification, celle qui est validée aussi dans les études scientifiques, parce que vous en retrouverez plein. En fait, la revue de littérature avait montré que des classifications d'entorse de cheville, on peut en trouver plein, et on a retenu la plus utilisée et la plus facile, c'est celle-ci en 3 stades, parce qu'elle permet bien de corréler la physiologie au stade échographique, au stade IRM et au stade arthroscopique. Et enfin, on vous a mis les entorses qu'on reverra un peu plus tard, la syndesmose et du médio-pied, qui sont les principaux diagnostics différentiels des entorses latérales de cheville. Et du coup, on aborde l'entorse de la syndesmose, qui en fait, la syndesmose est un complexe ligamentaire qui regroupe 3 ligaments. Le premier, c'est le ligament tibiofibulaire antéro-inférieur, qui est devant. Ensuite, il y a la membrane interosseuse qui est au milieu. Et enfin, derrière, il y a le ligament tibiofibulaire postéro-inférieur. Leur rôle, c'est la stabilité rotatoire de l'extrémité inférieure de la jambe lors de la marche. Cliniquement, dans votre interrogatoire, le mécanisme est différent par rapport à une entorse externe de cheville. Il y a une composante de rotation externe supplémentaire par rapport à l'entorse externe de cheville où il y a un varus équin, un mécanisme en inversion. Ici, en plus, vous avez un mécanisme de rotation externe. L'atteinte est souvent progressive, donc en gravité, d'antérieur vers postérieur. Plus elle est grave, plus elle va toucher les parties postérieures, c'est-à-dire une entorse
entre guillemets bénignes de la syndesmose, même si c'est des entorses graves qui nécessitent une immobilisation, ça touche d'abord le LTFAI, puis si c'est encore plus grave, la membrane interosseuse, et enfin le ligament postérieur. L'autre diagnostic différentiel, c'est les entorses du médio-pied qui concernent plusieurs faisceaux. Et pareil, plus il y a de faisceaux atteints, et ben plus l'entorse est grave. Il y a le talon naviculaire dorsal avec, on peut voir le petit arrachement sur l'image de gauche. Le calcanéo-cuboïdien et naviculaire sont ici, et là on voit un arrachement au niveau du rostre calcanéen, une fracture du rostre calcanéen où s'insère le calcanéo-cuboïdien. L'entorse du médio-pied, ben, son mécanisme se fait en inversion ou éversion, c'est beaucoup plus variable en termes de mécanisme, et ça fait surtout un œdème au niveau du médio-pied. Le rôle du médio-pied, je vous rappelle, c'est la stabilisation lors de l'appui et ça permet un système adaptatif au sol. Alors, maintenant qu'on a fini cette petite introduction, moi, je vais vous parler de la prise en charge de l'entorse latérale de cheville. Donc là, comme l'a dit Jean-Charles, on va toujours commencer par une évaluation initiale qui commence par votre interrogatoire. C'est là qu'on recherche le type de mécanisme, donc en particulier un mécanisme de torsion en inversion pour les entorses latérales de cheville. Mais c'est aussi là que vous allez devoir chercher justement des mécanismes différents qui doivent vous faire suspecter autre chose. Il faut vraiment s'imposer ce process-là, car si jamais vous avez un mécanisme qui est discordant par rapport à la lésion que vous suspectez, il ne faut pas conclure à une entorse externe de cheville, comme ça arrive souvent aux urgences. Là, pour la syndesmose, par exemple, on en a parlé juste avant, quand on parle de rotation externe, le gros coup classique, c'est un joueur de rugby ou de football qui a les crampons ancrés dans le sol et qui va se faire percuter sur le côté latéral de la jambe et avoir une grosse torsion de la cheville en latéral. Et souvent, on conclut à une entorse externe de cheville, alors que c'est absolument pas ça, rien qu'au mécanisme, on sait que c'est pas ça. Lors de l'interrogatoire et de l'examen clinique, on va rechercher des signes de gravité clinique, en particulier la perception d'un craquement, la présence d'un hématome périmalléolaire externe et d'une impotence fonctionnelle immédiate. Il faudra toujours s'évertuer, même lors de votre examen clinique, à rechercher des diagnostics différentiels. L'examen clinique de la cheville pour la rupture ligamentaire du ligament collatéral externe en aigu, il ne vaut pas grand-chose. En termes de sensibilité et spécificité, c'est peu fiable, mais ça, on y reviendra après. Ce qui est important, c'est éliminer une fracture en première intention. Donc là, vous allez utiliser du coup les critères d'Ottawa, la palpation douloureuse des 6 derniers centimètres de la malléole externe, de la malléole interne, de la base du 5e métatarsien, du naviculaire, ou encore l'impotence fonctionnelle immédiate dans les suites immédiates du traumatisme. Si jamais vous avez un de ces critères d'Ottawa qui est présent, à ce moment-là, il faudra faire une radiographie, 2 chevilles de face en rotation interne de 15 degrés, un profil strict et un déroulé du pied de 3/4. Cet examen, il n'est pas désuet, il reste un outil clinique qui est validé. Jusqu'à 48 heures, voire même jusqu'à une semaine après le traumatisme, il reste très sensible, c'est-à-dire que grâce à ça, on dépiste quasiment toutes les fractures. Normalement, en théorie, cela réduit le nombre de radiographies non nécessaires, mais bon, maintenant, en pratique, aux urgences, on fait une radio à chaque fois qu'il y a un traumatisme, ce qui n'est pas forcément très bien. Une fois que vous avez éliminé un diagnostic différentiel ou une fracture, la prise en charge des entorses externes de cheville, elle est commune au stade initial. C'est-à-dire que vous allez appliquer le protocole POLICE, donc Protection, c'est pour éviter d'aggraver les lésions ligamentaires déjà mises en place. Optimal Loading, c'est le fait de remettre en charge précocement l'articulation, c'est-à-dire que même avec un appui partiel au début avec des béquilles, on est déjà plus favorable sur la cicatrisation ligamentaire via le mécanisme de mécanotransduction, c'est-à-dire que par l'appui, on sollicite des mécanorécepteurs et à partir de là, ça favorise la cicatrisation fonctionnelle ligamentaire, notamment sur les propriétés collagéniques. Ensuite, la glace, la compression et l'élévation permettent de réduire l'extension de l'hématome, de favoriser le drainage lymphatique et veineux et d'optimiser la disparition de cet hématome qui est le plus préjudiciable derrière en termes de délai de reprise fonctionnelle. À cela s'oppose maintenant, peut-être que vous en avez entendu parler, le Peace and Love, qui est un nouveau protocole qui est exactement la même chose, sauf qu'il y a 2 nouveautés. L'éviction des anti-inflammatoires qui
pourrait être délétère dans les premières phases de la cicatrisation en squeezant certaines phases de l'inflammation. La cryothérapie dont je vous ai parlé juste avant, elle devient discutée suite à une étude in vivo sur des rats. L'application unique de glace sur des myoblastes lésés a entraîné un retard de maturation de ces myoblastes. Bon, ça n'était prouvé que sur les muscles et sur des rats, et je ne sais pas si c'est vraiment applicable sur tous les traumatismes. Nous, en pratique courante, on l'utilise énormément car cela permet de faire régresser en 7-10 jours énormément de gros épanchements articulaires qui sont vraiment délétères pour la reprise fonctionnelle. Ensuite, la grosse question des entorses, qui immobiliser, quand, comment? Est-ce qu'on doit mettre un plâtre, enfin une immobilisation talocrurale, ou mettre une botte? La réponse est non. Comme je vous l'ai dit juste avant, on fait un optimal loading, c'est-à-dire une remise en charge précoce, progressive, si besoin, grâce à des béquilles. Parfois, on peut mettre en décharge pendant 7 à 10 jours si vous avez un épanchement articulaire majeur et une impotence fonctionnelle importante, mais le but, ce sera quand même de reprendre l'appui le plus précocement possible. Le traitement fonctionnel est supérieur au traitement orthopédique, c'est-à-dire que en termes de rechute d'entorse ou de cicatrisation ligamentaire ou d'instabilité au long cours, le traitement orthopédique et le traitement fonctionnel sont équivalents. Par contre, le traitement fonctionnel permet un retour au travail, un retour au sport, une remise en charge fonctionnelle bien plus précoce. Alors, quand je parle de traitement fonctionnel, on parle d'immobilisation ligamentaire. C'est-à-dire que c'est pas juste je fais marcher, je lui envoie chez le kiné et c'est fini. On immobilise les ligaments, c'est-à-dire qu'on empêche la mise en tension de notre LTFA ou de notre LCF en varus ou légèrement en tiroir antérieur, permettant de moins solliciter ce ligament et de lui permettre de cicatriser sur les 4 à 6 semaines de cicatrisation ligamentaire. Alors, si vous l'immobilisez, c'est au besoin d'une attelle semi-rigide. Moi, je vous ai mis cette photo-là. Je n'ai pas de part chez Danjoy, mais je trouve que c'est la meilleure attelle, la Air Sport Plus, qui est très bien tolérée, qui rentre dans la chaussure, qui ne fait pas mal. Cette attelle semi-rigide doit être portée jour et nuit. Souvent, il y a une incompréhension. On retire l'attelle la nuit, sauf qu'à partir de ce moment-là, en fait, les gens, quand ils tournent dans leur lit ou ce genre de choses, ils vont subir quelques torsions et à ce moment-là, on perd le bénéfice de l'immobilisation de la journée. Je reparle des autres chevillères de ce genre-là. Pour moi, c'est niette. Là-dessus, vous n'avez aucune immobilisation. Je parle aussi de la myelodina stable qui est souvent utilisée chez Tuan. Si vous l'utilisez, vous verrez que les montants soi-disant semi-rigides sur le côté sont hyper souples et permettent absolument pas d'entretenir cette immobilité ligamentaire. En parallèle, il faudra débuter une rééducation précoce mais protocolisée. La kinésithérapie, en effet, est désormais indispensable et ça, il faut vraiment avoir aucun doute là-dessus. Elle permet une amélioration fonctionnelle plus rapide. Elle permet une diminution de l'incidence des récurrences et des instabilités au long terme, avec parmi les différents protocoles de rééducation, une efficacité certaine de la rééducation neuromusculaire et proprioceptive. Par contre, en termes de durée, en termes de quand l'initier, comment, de volume, il n'y a aucun consensus actuel. Quant au diagnostic lésionnel, savoir exactement si jamais vous êtes dans une entorse externe grave ou pas, il y a 2 façons de le faire. La réévaluation clinique à J7-J10, qui a prouvé par une vieille étude que rien que par le tiroir antérieur reproduit à cette période-ci, on était très sensible et très spécifique pour dire si oui ou non il y avait une bonne rupture ligamentaire. Alors ça, c'est quand même particulier parce que ce n'est pas tout le monde qui sait faire un tiroir antérieur. C'est quand même aussi selon l'expérience du clinicien. Le fait d'avoir un hématome aussi, comme vous pouvez le voir sur la photo, là, clairement, ça vous dit qu'il y a quelque chose qui a cassé. Si c'est pas si tous les diagnostics différentiels ont été éliminés, vous êtes sûr qu'il y a une rupture ligamentaire. Cependant, si vous n'êtes pas serein là-dessus, et puis même, moi, je pense de manière systématique, il faut avoir votre échographie, qui est un examen de référence sur le plan d'évaluation ligamentaire. C'est précis, ça vous précise les 3 grades que le docteur Junta vous a présenté juste avant. Ça a l'intérêt d'être dynamique, donc de voir si jamais vos ligaments se mettent bien en tension ou pas. Et c'est comparatif. Surtout, le gros intérêt, c'est que ça va vous permettre d'éliminer les diagnostics différentiels, notamment les lésions de la syndesmose, les lésions du médio-pied, ou alors les lésions même associées, car vous pouvez avoir pas mal de lésions ensemble, notamment les lésions de contre-coup en interne, qui parfois peuvent nécessiter une immobilisation plus importante. Ça permet d'évaluer vos tendons. Souvent, c'est même pas rare que les fibulaires aient été traumatisés lors de la torsion, parce qu'ils vont essayer de
se mettre en tension pour limiter les dégâts sur le plan collatéral externe. Et souvent, il y a une ténosynovite post-traumatique avec tous les grades à chaque fois que vous pouvez voir dans les différents comptes rendus. Ça permet de voir si vous avez une souffrance articulaire, articulaire talocrurale, de la soutalienne ou du médio-pied, et de dépister certaines fractures occultes. Mais par contre, le gros désavantage de cet examen, c'est que c'est souvent opérateur dépendant, ça l'est toujours d'ailleurs. Moi qui fais pas mal d'échographie maintenant, ça m'arrive souvent quand même de rattraper certains diagnostics erronés, et pourtant je suis pas non plus le plus expérimenté d'entre eux. L'IRM, quant à elle, en aigu, n'a aucune indication, sauf pour la syndesmose, mais alors là, il faut être assez sûr de votre coup, et puis il faut être sûr enfin, il faut avoir l'IRM dans les délais, ce qui est souvent impossible. Là, juste à droite, je vous ai montré une rupture du ligament talofibulaire antérieur, juste ici, hop, et on voit la rupture en plein corps. Donc là, ça paraît très simple, et je vous assure que quand on le fait en échographie, c'est pas si simple que ça. Donc voilà l'arbre décisionnel simple et pratique qu'on a présenté à l'AFCP après une revue de la littérature avec le docteur Junta. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'AFCP, c'est l'Association française des chirurgiens du pied et de la cheville. Donc si on débute par le début, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sûr que vous avez une entorse externe de cheville avec un mécanisme en inversion, et selon votre examen clinique, vous plaidez plutôt en faveur d'une entorse grave ou bénigne, les signes de gravité, je reprends, c'est l'hématome, l'impotence fonctionnelle et le craquement, c'est-à-dire les critères d'Ottawa notamment. Vous faites votre radiographie s'il n'y a pas de fracture. À partir de là, il faut que vous testiez votre syndesmose et votre médio-pied. Si là, vous avez le moindre doute, il faut mettre votre patient dans une botte en décharge et faire réaliser une échographie rapidement. Si vous êtes certain que vous avez une lésion de la syndesmose et si vous en avez l'habitude, partez directement sur l'IRM. Parce que là, c'est là qu'on verra s'il y a une indication chirurgicale ou pas. Mais ça, c'est un thème. C'est quelque chose un peu à part et puis il faut que vous ayez votre réseau qui soit bien développé. Si jamais vous allez éliminer tout ça, alors à ce moment-là, on rejoint la prise en charge des entorses bénignes, c'est-à-dire que de là, vous allez à ce niveau-ci, la prise en charge commune, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'application du protocole POLICE ou Peace and Love, le port d'une attelle semi-rigide, jour et nuit, plus ou moins une décharge relative, et de la physiothérapie. Idéalement, il faudrait que vous ayez une échographie sous 15 jours, car ça vous permettra, et c'est vraiment le message clé de cette intervention, de réévaluer systématiquement vos patients à J10, J15. Là, selon votre examen clinique, vous pourrez trancher entre une entorse grave ou bénigne ou modérée, et qui plus est, si jamais vous avez une échographie, ce sera encore plus simple. En cas d'entorse externe grave, il faudra poursuivre votre immobilisation pour une durée de 6 semaines, dont 4 semaines jour et nuit, puis ensuite seulement le jour. La rééducation pourra être débutée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle sera initialement seulement limitée à de la mobilisation, de l'aide à la remise en charge, du drainage, de la physiothérapie, mais elle va se limiter à pas grand-chose au final. Et il est impératif de garder quand même son attelle. Et ensuite, elle commencera vraiment à partir de 4 semaines, où on commencera à mettre une petite traction en varus et à débuter les exercices de proprioception un peu plus fiables. Et à partir de 6 semaines, il n'y aura plus aucune limitation. La rééducation en moyenne pour une entorse externe grave, elle sera poursuivie jusqu'à 3 ou 4 mois pour la reprise des sports. Quant aux entorses externes bénignes ou modérées, l'immobilisation n'est pas obligatoire. En soi, vous pouvez prolonger votre chevillère ou attelle jusqu'à 3 semaines pour le confort du patient s'il le souhaite, mais le traitement, c'est la rééducation sans aucune immobilisation nécessaire. Voilà, maintenant je vais laisser la place à nouveau au docteur Junta pour la suite des choses. Alors, quelles chevilles doivent bénéficier d'un avis de chirurgie? Déjà, les premières, c'est les chevilles instables. Celles qui sont exprimées de différentes façons par le patient. Ça peut être des répétitions d'entorse. Donc, dans la revue de littérature, des répétitions d'entorse, on parle d'instabilité de cheville à partir de 2 entorses par an. Combien les patients évoquent des foulures de cheville. Docteur, je sens régulièrement ma cheville se dérober quand je descends d'un trottoir. Il peut avoir de l'appréhension, de la perte de confiance sur différents terrains. Ça peut être irrégulier, puis plat. Les patients peuvent exprimer le besoin de mettre une attelle pour maintenir leur cheville. Tout ceci, ça fait partie des chevilles instables. Et les chevilles instables, l'objectif, c'est stabiliser la cheville pour, comme toutes les articulations, préserver cette articulation et éviter l'arthrose précoce, c'est-à-dire la destruction du cartilage.
Hein, le rôle des ligaments, c'est de maintenir les os entre eux pour éviter des frottements articulaires et du coup une destruction du cartilage à terme. Donc ça, c'est un petit protocole d'orientation qu'on a mis en place à la clinique. Et en fait, surtout, la question clé, c'est de savoir combien d'épisodes d'entorse le patient a fait et sur combien d'années. En reprenant la littérature scientifique, les définitions de la littérature scientifique, on caractérise une instabilité de cheville dès lors qu'il y a au moins 2 entorses de cheville par an, peu importe la gravité, ou au moins 5 sur 5 ans. Donc, ça fait à peu près une entorse. Donc, les questions qui sont à poser, c'est à nouveau une appréhension, une perte de confiance. Il faut reformuler, en fait, auprès du patient, ça gêne, perte de confiance ou dérobement de votre cheville. Et tout ceci, peu importe le statut kinésithérapie. Et après, bah, l'autre chose importante, c'est que il peut avoir une instabilité, l'instabilité de cheville, comme elle est décrite et comme c'est très d'actualité actuellement, c'est la stabilité de cheville chronique. C'est deux éléments. C'est mécanique, donc une déficience ligamentaire, distension, rupture, et une instabilité fonctionnelle. Hein, c'est cette fameuse qui a été décrite assez récemment et dont on a beaucoup entendu parler pour le genou, c'est cette fameuse amyotrophie post-traumatique. Ben, pareil pour la cheville, il y a une amyotrophie, il y a un schéma atrophique qui se fait. Du coup, l'instabilité, elle est sur 2 tableaux. Donc, très important quand on a une instabilité de cheville, un patient qui décrit une instabilité de cheville, ben, c'est avoir un élément objectif, donc avec une échographie dynamique, qui est actuellement le meilleur examen, même s'il est opérateur dépendant, c'est un très bon examen pour savoir la qualité des ligaments et faire des diagnostics différentiels. Et en parallèle, les patients doivent bénéficier de kinésithérapie à visée de réathlétisation, de travail, ce qu'on appelle de travail d'isolation et de renforcement des muscles pour jouer sur la composante musculaire. Les autres chevilles qui doivent bénéficier d'un avis chirurgie, c'est quand on retrouve une lésion associée, donc les fractures ou lésions du cartilage du talus, les chevilles qui présentent fissure, une rupture, une luxation des fibulaires associées. Tout ceci, c'est des complications possibles de l'instabilité et qu'il faut traiter pour éviter de dégrader des structures adjacentes. Les chevilles restant douloureuses, le concept de micro-instabilité. Alors là, c'est une entité plus difficile à maîtriser dans le sens où très longtemps, les lésions partielles n'ont pas été traitées parce que par exemple, en chirurgie à ciel ouvert, on était obligé de faire des grandes incisions, donc on était obligé de tout disséquer. Maintenant, avec l'avènement de l'arthroscopie, comme on peut voir sur l'image de droite, on peut facilement voir le ligament talofibulaire antérieur inséré sur la malléole externe, et on peut voir une désinsertion ici, dans ce cas-là, de ce même ligament. Et en fait, ces petites lésions, ces petites désinsertions, peuvent créer des micro-instabilités et entraîner plutôt une composante de cheville douloureuse. Alors, ces chevilles douloureuses, il faut faire attention. Le premier traitement reste bien entendu médical, immobilisation, kinésithérapie, comme le docteur Vipré vous a évoqué. Et après, il faut refaire à distance, si l'évolution n'est pas favorable, refaire une imagerie. Et on se laisse un peu en cut-off, 6 mois chez un sportif en compétition ou très actif, 9 à 12 mois sportif loisir ou non sportif. L'objectif est la même chose, c'est préserver l'articulation, éviter l'arthrose précoce. Et ça corrèle, en fait, ça donne la suite à savoir est-ce qu'il faut opérer en urgence une entorse de cheville. Je vous ai fait une petite revue de la littérature qu'on avait présentée, qu'on nous avait demandé pour notre congrès national.
Et ben, les études comparatives disent qu'il n'y a pas de différence entre opérer une cheville en urgence ou pas, sur le plan fonctionnel et le plan de la reprise de retour au sport, le fameux RTP. C'est à réserver aux sportifs de haut niveau. Hein, on avait vu avec Zverev, notamment le tennisman, et De Villers, le rugbyman de Toulon. Et c'est toujours avec l'appréciation du chirurgien. C'est un discours, c'est une discussion qui doit être à deux avec le staff médical, enfin le patient essentiellement, mais avec le staff médical qui est derrière, le chirurgien. Parce qu'il faut avoir une donnée très importante quand même, c'est qu'il y a une régression des signes d'instabilité subjective et de douleur sur un an. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des douleurs, une raideur post-entorse sur un an. Il faut simplement être patient, continuer sa kiné. Ça a été montré sur l'excellente étude du Belge Frédéric Michels en 2022. C'est que voilà, pour clôturer une entorse, il faut grosso modo un an. Donc c'est long. Donc est-ce qu'il faut opérer en urgence une entorse de cheville? La réponse est non. Sauf, il y a un cas où je vous attire, c'est ce fameux diagnostic différentiel. Donc, c'était pas le sujet ce soir, mais en fait, c'est quelque chose qui mériterait de refaire un webinar, mais où j'ai envie de vous alerter parce qu'il y a souvent, c'est des lésions ligamentaires qui sont souvent délaissées, qui sont pas du tout le même traitement que l'entorse externe de cheville et qui donnent des arthroses très difficiles à traiter parce qu'elles sont centrales et du coup les patients sont beaucoup plus douloureux et on se retrouve souvent démunis de façon thérapeutique vu qu'on ne sait pas refaire de cartilage à l'heure actuelle et on attend patiemment que le patient parfois arrive à une indication d'arthrodèse ou de prothèse, et ce qui n'est pas pensable de nos jours, sachant qu'on sait réparer les ligaments. Donc, si vous avez une rupture d'un ou plusieurs ligaments du complexe de la syndesmose, l'un des trois ou les trois, et que à la radiographie en charge, vous avez un diastasis entre le tibia, la fibula et ou à l'échographie dynamique, et ben là, c'est une indication, même une urgence chirurgicale, à stabiliser la cheville pour éviter ce phénomène de ce que je dis à mes patients, de pilon aborito sur leur cartilage du talus. Voilà, donc très important à avoir cette petite idée qui n'est pas le sujet ce soir, mais vraiment la syndesmose, c'est pas notre ami et c'est quelque chose de... Et je vous ai mis quelques vidéos pour finir d'un peu ludique. C'est que le traitement de l'instabilité de cheville, maintenant, c'est la chirurgie de la ligamentoplastie sous arthroscopie. Donc, arthroscopie, on la connaît bien avec le ligament croisé antérieur du genou. C'est une chirurgie percutanée assistée d'une caméra, qui permet en fait d'accéder à toute l'articulation sans ouvrir et en permettant de respecter notamment la capsule et son rôle proprioceptif, de s'affranchir des complications cutanées, d'avoir un retour, une rééducation immédiate et un retour au sport plus rapide, comme on l'a pour les ligaments croisés antérieurs du genou. Donc, je vous ai mis pour cette première vidéo qui va vous montrer la laxité antéro-postérieure et en varus vue sous arthroscopie. Donc là, vous avez une laxité en varus, vous voyez, avec l'écart qui se fait très important, la fibula et le talus qui se séparent, vous voyez, à ce niveau-là. Et après, là, je vous ai mis, donc c'était une reconstruction où on a fait une greffe. Pardon. Là, on tire sur la reconstruction du LTFA, hein, c'est le LTFA qu'on a reconstruit, et au fond, c'est le fameux LCF qui est reconstruit. Alors là, vous avez une petite fibrasse, petite fibre, voilà, j'essaye. Et voilà, qui est ici. Hop. Voilà, et on tire sur le LCF qui est juste derrière ici, là. Voilà, qu'on a reconstruit, voilà. Donc, vous voyez, on a reconstruit les deux faisceaux du LTFA et du LCF. Ensuite, je vous ai mis une retente ligamentaire. Donc, vous voyez, là, il y a une désinsertion. On tire avec le crochet le LTFA qui est désinséré de la fibula. Et là, on fait une retente. Donc là, on passe un fil pour retendre le LTFA ici. On fait un lasso loop qu'on a emprunté à nos copains
de la chirurgie arthroscopique de l'épaule. Donc là, je reprends le petit. Donc, je vous ai mis toute la séquence chirurgicale, hein. Donc comme ça, vous voyez. Donc je prends le petit. Là, je suis collé dans le LTFA juste ici. Là, hop, je tire. Hop. Donc là, je vais faire un système de passe-nœud en dehors de la cheville. Là, je fais mon nœud à l'extérieur et vous allez voir, le LTFA va remonter sur la malleole externe. Un petit truc, vous allez voir. Je vais durer le suspense. Voilà, ça commence à remonter un petit peu. Là, j'ai pas tiré assez fort. Voilà. Et voilà. Et donc, du coup, on a retendu le LTFA. Voilà. Et on vous remercie pour votre écoute. Et voilà, ce webinaire fait un peu suite au symposium qu'on avait fait en mai dernier avec Stéphane Guillot, qui est chirurgien du sport à la clinique de Bordeaux-Mérignac, avec Pierre-Yves Froideval et Elliot Vipré et moi-même. Et demain, on accueille la Société française d'arthroscopie chez nous à Lyon. Et demain, si vous y êtes, on fera une conférence d'enseignement sur le post-opératoire de la ligamentoplastie de cheville avec quelques copains, les spécialistes du sujet. Voilà, on vous remercie.